Je suis Hamzat Boukari Yabara, originaire du Bénin et de la Martinique, historien, docteur en histoire et civilisation de l'Afrique, auteur de plusieurs ouvrages comme Africa Unite, une histoire du panafricanisme, comme Walter Rodney, un historien engagé, co-auteur également d'un livre volumineux sur la France-Afrique, l'Empire qui ne veut pas mourir, président de la Ligue panafricaine Umoja, président du Comité international d'orientation du Musée des civilisations noires de Dakar. Donc j'ai pas mal d'activités à la fois dans les milieux scientifiques et intellectuels et dans les milieux militants et politiques. Et je m'inscris vraiment dans cette tradition du panafricanisme hérité des Joseph Kizerbo, des Cheikh Anta Diop, des Assata Shakur et de bien d'autres. Vous l'avez dit, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont l'un qui est très remarqué, qui est Africa Unite. Ma question est la suivante. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, sommes-nous passés d'un panafricanisme de développement qui a été prôné par Marcus Garvey et qui a été repris par Kwame Nkrumah à un panafricanisme de bruit? Alors, je dirais que le panafricanisme a toujours existé dans le bruit, dans la revendication, dans la contestation. La différence, c'est que dans le passé, il a fonctionné dans des organisations qui étaient, je dirais, concrètes. Aujourd'hui, se rajoutent effectivement les réseaux sociaux et le virtuel, qui permettent d'amplifier la plus petite des contestations à des niveaux insoupçonnés à travers la viralité des réseaux sociaux. Et en même temps, cette viralité, je pense qu'elle déteint sur la qualité du panafricanisme que l'on produit aujourd'hui. On produit un panafricanisme d'urgence, de facilité, de paresse, de réaction. C'est-à-dire En fait, il y a des conversions très rapides au panafricanisme. Il y a des personnes qui, du jour au lendemain, s'autoproclament ou deviennent des grands panafricanistes parce qu'ils sont un peu suivis ou beaucoup suivis sur les réseaux sociaux. Il y a des réécritures de l'histoire, des formes de révisionnisme par rapport aux personnages historiques, dont la manière, par exemple, dont on va, depuis le continent, exclure la diaspora et dire que la diaspora ne fait n'importe quoi, alors que le panafricanisme est précisément né dans la diaspora. Beaucoup de contresens qui sont le résultat d'un manque d'éducation politique qui, à mon sens, existait davantage dans le passé parce qu'il y avait des organisations structurées. Et aujourd'hui, on est plus, je dirais, sur effectivement des approches médiatiques, personnifiées, personnalisées, qui ne permettent pas de structurer en tant que tel le panafricanisme au niveau des sociétés civiles. Et pour ce qui est des États, eh bien, on a effectivement l'Union africaine, mais qui est très loin, effectivement, de répondre aux attentes réelles des on va y venir. Mais aujourd'hui, concrètement, le panafricanisme de développement, c'est quoi vraiment pour l'audience? Le panafricanisme de développement, c'est un panafricanisme qui s'inscrit dans la construction, c'est-à-dire qu'il y a eu des enjeux liés à la libération du continent africain du colonialisme et des régimes d'apartheid. Donc c'est ce qui s'est terminé grosso modo dans les années 90, même si tout n'est pas terminé. Et dans les années 90, le concept qu'on a remis en avant, c'est celui de la renaissance africaine. Et donc le panafricanisme de développement, c'est celui de la renaissance africaine qui fait du concept de l'unité africaine une alternative à la mondialisation néolibérale telle qu'elle s'est posée au niveau du continent africain au tournant des années 2000 et qui, je dirais, propose justement de trouver dans notre histoire, dans nos passés, dans nos cultures, des réponses aux différents enjeux, aux différents défis économiques, politiques, sécuritaires, environnementaux que connaît le continent africain aujourd'hui, avec également une réponse sur les réalités concrètes des populations. C'est-à-dire qu'il y a un panafricanisme de la grande géopolitique, voilà, avec la Russie, la Chine, l'Iran, etc., toutes ces questions-là. Mais il y a aussi surtout un panafricanisme concret des paysans, des travailleurs, des étudiants qui répond aux réalités sociales des populations. Okay. Est-ce que donc c'est un panafricanisme économique, mais version africaine? Ce n'est pas un panafricanisme économique, c'est un panafricanisme de politique publique. Quelles sont les politiques publiques qu'on met en place pour traduire en réalisation concrète le panafricanisme? Quel type de politique agricole mettons en place? Quel type de politique de bourse pour les étudiants ou d'échange universitaire mettons en place? Quelles solutions apporte-t-on
aux enjeux posés sur le plan de tout ce qui relève du planning familial dans nos sociétés, où la question de la démographie est un enjeu fondamental en termes de souveraineté. Ce sont vraiment ces questions qui nécessitent des politiques publiques et qui sont confrontées au fait que les États, qui sont des maillons essentiels de ce panafricanisme-là, sont généralement défaillants ou ne s'intéressent pas à cette réalité-là. Et donc les sociétés civiles produisent des idées panafricaines, produisent des cadres panafricains, mais qui ne parviennent pas à monter à la tête des États parce qu'il manque entre les sociétés civiles et les États, donc les gouvernements, les autorités, des maillons que sont notamment les partis politiques ou les syndicats qui ne prennent pas en charge cette question de transformation des revendications panafricaines en projets politiques. Et à quel moment on intègre la dimension économique dans ce panafricanisme politique-là, en sachant que toute politique sans économie viable sur le long terme n'est pas pérenne? La dimension économique, elle est transversale et elle est surtout variée selon les situations. Il y a des pays qui sont encore dans des formes de néocolonialisme monétaire. Lesquels? C'est la question des pays qui utilisent notamment le franc CFA. On va y venir. Il y a des pays qui sont confrontés à des souverainetés amputées. Des pays comme la Guinée ou la RDC ont leur propre monnaie, mais elles sont confrontées à d'autres appareils comme les institutions financières internationales, Souveraineté même la amputée, dollarisation de l'économie. On a des pays qui essayent effectivement de s'en sortir et de développer des marchés communs. Et puis, par-dessus tout cela, on a le fameux projet de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, qui prétend ouvrir le continent africain comme un grand marché de 30 millions de kilomètres carrés et de plus d'1 milliard de consommateurs, sans qu'un seul des pays africains ne soit réellement maître de son propre marché. Donc les questions économiques, elles s'inscrivent dans des guerres commerciales dont le continent africain est la cible du fait de ses ressources et de ses matières premières stratégiques, et également du fait de sa démographie qui voit apparaître ce qu'on appelle aujourd'hui des classes moyennes africaines qui veulent consommer, qui veulent vivre à l'occidental, qui veulent accéder au crédit et qui, d'une certaine manière, influent justement sur les modèles économiques du continent africain aujourd'hui. Vous êtes actuellement le président de la Ligue panafricaine, UMOJA, une organisation qui a été créée en 2010 et qui a pour but, je cite, de fédérer les forces et les courants africains dans la réalisation de l'unité, de l'indépendance et de la renaissance du continent à travers la construction d'un État fédéral africain, qui est la forme la plus aboutie du panafricanisme politique. Vous avez cité la ZLECAf, mais avant la ZLECAf, il y a eu la conférence de 1945 à Manchester. Et c'est à cette période-là que les prémices du fédéralisme africain ont été posées. On a eu les clans de Monrovia, de Casablanca. Depuis 80 ans sont écoulés. On a eu l'OUA, on a eu l'UA. Pourtant, aujourd'hui, malgré toutes les figures politiques qui sont passées, Nkrumah, Sékou Touré, Modibo Keïta, ce fédéralisme africain-là, il n'a toujours pas vu le jour. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2026, 80 ans après, cette idée-là, c'est une idée qui est viable et surtout, est-ce que c'est une idée qui est faisable? Une idée politique, un projet politique nécessite des organisations et des partis politiques. Or, je ne suis pas certain que dans la cinquantaine d'États qui composent aujourd'hui l'Afrique, il y ait 50 partis politiques avec une ligne clairement panafricaine. Donc tant qu'on n'a pas des organisations politiques qui prennent en charge la question du panafricanisme, il est évident que l'idée va rester au stade d'idée. Tant qu'il n'y a pas une organisation qui prend en main l'idée pour la traduire, on va en rester au stade des idées. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est mettre en place, développer dans les différents États du continent africain des partis politiques qui ont une ligne clairement panafricaniste. Et c'est ce travail-là qu'au niveau de la Ligue panafricaine UMOJA, nous ambitionnons à notre niveau de faire. Il a existé des organisations, le Rassemblement démocratique africain, le PAIGC, l'UPC, etc. Il en existe quelques-unes, historiquement parlant, mais il n'y en a pas assez. Donc il faut faire ce travail, tout simplement, de réunir effectivement les forces politiques panafricanistes dans des organisations qui concourent à la conquête du pouvoir. Quand on parle de conquête du pouvoir, on parle évidemment aussi d'élections.
Donc la question électorale, le panafricanisme est fondamentalement démocratique, même s'il y a des approches autoritaires, autoritaristes et autres, mais il est fondamentalement démocratique. Et en termes d'institution, il passe par une institution qui est le Parlement panafricain, qui est basé à Johannesburg, mais qui n'a qu'un rôle consultatif. Pour que ce Parlement panafricain ait un sens, puisqu'il y a des députés panafricains, comme ici en Europe on trouve des députés européens, eh bien, il faut qu'il y ait dans les pays africains des partis panafricains qui concourent sur l'échiquier politique et qui envoient des députés issus de leur parti panafricain au Parlement panafricain à Johannesburg. Et que ce Parlement-là soit doté de davantage de pouvoir à l'échelle continentale. Donc il y a une révolution politique à faire à l'échelle du continent africain, une révolution des méthodes et des méthodologies et des organigrammes politiques du continent africain pour arriver précisément à cet État fédéral. À l'époque, au moment des indépendances, le constat était différent. Parce que la position de Nkrumah, c'était de dire qu'on peut le faire du top-down. On peut partir des chefs d'État, mais pour le faire, il faut que chaque chef d'État, au moment où son pays devient indépendant, renonce à sa souveraineté et fusionne dans un ensemble fédéral. En gros, c'est chacun devient chef d'État, et bien finalement, chacun devient gouverneur de son État et on met en place un État fédéral. Or, au moment des indépendances, les nationalismes se sont ossifiés avec le concours des anciennes puissances coloniales qui préfèrent une Afrique divisée et morcelée plutôt qu'une Afrique unie. Et aujourd'hui, il est très difficile, effectivement, d'envisager des chefs d'État, souvent imbus d'eux-mêmes et de leur propre personnalité, accepter de partager le pouvoir. Déjà, à l'intérieur de leur pays, c'est rare qu'ils acceptent de le partager, mais accepter de le partager avec un pays voisin ou un chef d'État voisin, c'est encore plus compliqué. On le voit au niveau des communautés économiques régionales, CEDEAO, SADC, Commission des États d'Afrique sur CEMAC, etc. Ça ne fonctionne pas. Maintenant, au niveau des organisations, au niveau des sociétés, au niveau des populations, le tissu est là, mais il faut maintenant faire cette éducation politique et surtout mettre en place des partis et des organisations politiques qui sont les seuls en mesure de faire le lien entre les aspirations populaires et le sommet du pouvoir. Récemment, on a eu des mouvements politiques ou des mutations politiques, notamment en Afrique de l'Ouest, avec l'avènement de certains militaires à la tête des États. Je pense au Mali, je pense au Niger, je pense au Burkina Faso, qui se revendiquent fondamentalement panafricains, avec des politiques qui peuvent être questionnées. Est-ce que, pour vous, aujourd'hui, ils sont sur la bonne voie? Et surtout, quand on regarde le fonctionnement des États, le fonctionnement actuel et surtout le paysage politique, est-ce que la partie démocratique que le panafricanisme se prévaut est réelle? Alors, tous les pays africains, sans exception, ont un potentiel panafricain. C'est-à-dire que n'importe qui arrive à la tête d'un pays africain peut se déclarer, s'autoproclamer panafricain, etc. Le Mali a une tradition panafricaniste, le Burkina aussi, le Niger aussi. Il y a eu des expériences panafricanistes dans ces trois pays-là. Donc, soit qu'un dirigeant arrive, il y a eu Thomas Sankara, il y a eu Modibo Keïta, il y a eu Djibo Bakary au niveau du Niger. Donc, ce sont des pays dans lesquels le panafricanisme n'est pas quelque chose d'étranger. Ça a déjà existé. Il y a eu des projets de fédération. Il y a eu la fédération du Mali. Il y a eu d'autres projets, d'autres ensembles. Je pense que les dirigeants d'avant se proclamaient aussi panafricains. Donc, en soi, le discours ou la sémantique n'a rien d'exceptionnel en soi. Après, on est dans un contexte qui est particulier. On est dans un contexte de rupture au niveau de ces trois pays qui ont effectivement chassé notamment l'armée française qui n'avait pas de base militaire en tant que telle, mais qui était installée en tant qu'armée d'occupation, qui ont choisi de modifier ou de diversifier leurs partenariats qui existaient déjà, c'est-à-dire que ces trois pays avaient déjà des relations avec la Russie ou avec la Chine ou d'autres pays avant, et aussi d'assumer, je dirais, un discours souverainiste, qui n'est pas forcément en phase avec les aspirations précises des mobilisations populaires de départ, mais qui, d'une certaine manière, les valide ou les reprend. Donc de ce point de vue-là, on est dans une approche que certains vont qualifier de populiste et d'opportuniste quand ils sont dans la critique,
et que d'autres vont qualifier voilà, de néo-panafricanisme, même si ce terme, selon moi, ne veut pas dire grand-chose, ou de retour à un panafricanisme de souveraineté. Maintenant, dans les faits, on peut trouver, en dehors de ces trois pays, d'autres expériences panafricaines ou d'autres discours panafricains qui permettent, je pense, de nuancer, de complexifier et de modérer les positions. Ensuite, sur la dimension fondamentalement démocratique, le principe de la démocratie, c'est le pouvoir populaire. Donc l'un des enjeux, c'est effectivement qu'en est-il du pouvoir populaire, de l'expression populaire dans les différents pays africains concernant le panafricanisme. Et pour moi, cela ne peut passer que par un travail d'éducation politique, que par une inscription de l'enseignement du panafricanisme au niveau des écoles et au niveau des universités. Et je n'ai pas le sentiment que ces trois pays, ou même d'autres pays, soient allés dans cette direction-là. Pour le moment, on en reste à quelque chose qui est principalement capté au niveau du pouvoir politique ou du pouvoir militaire, comme on veut, qui est revendiqué par les sociétés civiles, mais qui n'est pas encore transformé en termes, pour moi, de véritable révolution panafricaniste telle qu'on peut l'entendre d'un point de vue historique. En parlant du pouvoir populaire, dans ces trois pays, donc les pays de l'AES, ils ont formé une alliance, ils sont quand même, la rue est assez supporte les initiatives qui sont prônées par ces trois pays. Est-ce que c'est un soutien des circonstances, un soutien réel ou un soutien par défaut? On n'a pas le choix, on soutient ceux qui sont là. Alors partout, il est toujours plus facile de soutenir le pouvoir, quelle que soit la forme du pouvoir en place, qu'on plus est, qu'on c'est des militaires. Ça, c'est un premier élément. C'est-à-dire, vous pouvez trouver des pays qui sont totalement sur une ligne, entre guillemets, anti-panafricaine et qui seront soutenus par le peuple, par les foules, par les masses, qui sont parfois non éduqués aux véritables enjeux. Maintenant, on est quand même dans des pays dans lesquels il y a quand même une tradition de résistance, une tradition de lutte, une tradition sankariste qui est importante. Donc, il y a aussi une aspiration de la jeunesse qui se reconnaît dans des dirigeants, des militaires qui sont jeunes, qui ont un discours, on va dire, de dignité, de souveraineté, qui répondent et qui assument quelque part leur position publique. Donc c'est tout à fait normal que ça puisse plaire à une grande partie de la population, qui est une grande partie de la jeunesse. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui, je pense, ne sont pas tout à fait favorables à l'évolution ou à la forme de l'évolution des choses. Alors certaines sont liées à des intérêts néocoloniaux. C'est-à-dire, citer des noms, citer des... Moi, j'ai pas de nom particulier parce que je connais pas forcément dans le détail les individus ici ou là. Mais il est évident qu'il y a toujours des personnes qui ne s'y reconnaissent pas parce que déjà, premièrement, très sincèrement, je doute que la majorité des foules qui soutiennent les pouvoirs en place dans l'AES soient réellement panafricaines. Voilà, ça c'est vraiment une précision. Deuxièmement, je pense qu'il existe aussi des personnes qui sont sur des approches beaucoup plus modérées et qui sont perplexes en fait sur tout pouvoir militaire parce que ce sont des pouvoirs autoritaires et les pouvoirs autoritaires peuvent verser dans l'autoritarisme et déboucher sur des dictatures. Voilà, je pense que quand Paul Biya, par exemple, est arrivé au pouvoir au Cameroun, beaucoup de gens le supportaient, l'applaudissaient, et puis finalement, ça a donné ce que ça a donné. On peut citer aussi d'autres dirigeants qui se sont éternisés, qui sont arrivés avec des capitaux de sympathie, et dont la suite n'a pas répondu forcément aux attentes. Donc il y a une méfiance par rapport aux précédents historiques. On a eu des militaires populaires qui sont devenus impopulaires dans l'histoire de l'Afrique. Donc je pense qu'il y a aussi une certaine prudence chez certains. Et puis effectivement, en dernier lieu, il y a effectivement ceux qui sont subventionnés par la France ou par d'autres intérêts. Attention, vous avez des preuves, c'est une accusation que vous faites. Ce ne sont pas des accusations, mais ce sont des personnes qui sont clairement en phase avec... alors je ne vais pas citer des noms ici, mais ce sont des personnes qui sont généralement de l'ancien régime, qui obéissaient aux injonctions et aux invitations de la France, qui étaient dans l'agenda de la France, qui, lorsque Emmanuel Macron a convoqué
les chefs d'État du G5 Sahel pour leur demander de faire allégeance, eh bien on fait allégeance. Enfin, c'est toute cette machine qui est... Monsieur Yabara, si vous n'avez pas de preuves, on va passer sur cette partie. Alors j'ai des preuves. Après, ce sont des personnes qui le revendiquent. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui revendiquent très clairement la nécessité. Il y a des personnes qui disent très clairement que le Mali, le Burkina Faso, le Niger ne peuvent pas s'en sortir sans la France. Et je pense que des personnes qui disent très clairement que le Mali, le Burkina Faso, le Niger ne peuvent pas s'en sortir sans la France. Vous pouvez trouver des sources sur les réseaux, il y a des déclarations publiques, vous trouverez de qui je peux parler. Des personnes qui disent très clairement que l'économie de ces pays va s'écrouler dès lors qu'ils ont rompu avec la France et que l'économie de ces pays ne s'écroule pas d'après les résultats du FMI, qui est quand même une organisation impérialiste. Mais est-ce là... Ce sont des éléments quand même assez objectifs du fait qu'il y a des personnes qui pensent qu'on ne peut pas s'en sortir en dehors de l'orbite de la France. On a également des personnes qui disent qu'avec la Russie, avec la Chine, on va disparaître, on va être mangé, etc. Bon, la Russie, la Chine ne vont pas... c'est pas pour autant qu'on va disparaître. Ce sont des acteurs parmi d'autres. On peut écouter les déclarations, la dernière déclaration du ministre des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot, qui dit que la Russie n'a rien apporté au développement du continent africain. Bon, c'est historiquement faux au regard de l'histoire. Il y a eu des relations entre les pays africains et la Russie, comme il y a eu aussi des problèmes entre les pays africains et la Russie, comme il y en a avec la France. Donc cette infantilisation de la capacité des sociétés africaines, des dirigeants africains ou même des intellectuels africains à s'émanciper de cette tutelle française, elle va dans un sens, elle va aussi dans un sens où il y a des intellectuels africains qui sont intellectuellement, politiquement, sentimentalement liés aux intérêts ou à la vision ou à la perspective française. Pour clore un peu cette partie, vous êtes une voix très critique à l'égard des organisations aussi régionales et surtout de l'Union africaine. Est-ce qu'aujourd'hui, en prenant une certaine forme de rupture, on ne va pas se retrouver dans une sorte de balkanisation comme avec l'AES au niveau du continent? Alors, premièrement, l'AES n'est pas une balkanisation parce que... Ils sont sortis de la CEDEAO, ils essayent d'établir une monnaie commune, même si, bien sûr, les accords de libre-échange ou encore de libre circulation des personnes subsistent, c'est quand même un signal fort qui est envoyé par ces États-là. Alors, la balkanisation, c'est par exemple la guerre menée par l'OTAN pour détruire la Libye, c'est la situation du Soudan, c'est la guerre pour une éventuelle scission du Mali en deux parties, qui a été aussi tentée au niveau du Nigeria, c'est la guerre de Côte d'Ivoire, qui à un moment a mis une frontière entre le Nord et le Sud. Ça, ce sont vraiment des processus, ou la RDC, ce sont des processus de balkanisation. À partir du moment, et quelles que soient les circonstances et les conditions, où des États africains décident de travailler entre eux, décident de mutualiser entre eux, ça va dans le sens du panafricanisme. Après, effectivement, sur le cas de l'AES, à la base, c'est une alliance militaire qui répond à des circonstances militaires et sécuritaires qui sont propres à ces trois pays qui sont confrontés à une même menace existentielle, à laquelle la réponse de la CEDEAO n'était pas du tout à la hauteur et allait à l'encontre des populations à travers des politiques d'embargo et de blocus dont les populations étaient les principales victimes et se retrouvaient un peu entre le marteau des groupes dits djihadistes et terroristes et l'enclume d'une CEDEAO qui impose en fait un embargo sur les populations, comme si elle voulait pousser les populations à se révolter contre les dirigeants militaires arrivés au pouvoir par les coups d'État qui faisaient suite à des soulèvements populaires. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que l'Union africaine est un forum, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ligne commune. Il y a des positions différentes et des lobbies différents au sein de l'Union africaine. La position de l'Afrique du Sud n'est pas forcément celle du Maroc. La position du Nigeria n'est pas forcément celle de l'Égypte. La position du Sénégal n'est pas forcément celle de la Tanzanie. Donc c'est un forum où il y a différentes positions. Et on l'a vu au moment de la guerre en Ukraine, où on a vu que les pays au sein de l'Union africaine, de manière individuelle, ont condamné ou pas condamné ce que la Russie a fait. Mais au niveau de l'Union africaine, il y a une position de principe. Et c'est ce qu'il faut comprendre, c'est la nécessité
d'établir le concept de la Pax Africana, des solutions africaines aux problèmes africains, et de développer une géopolitique propre au continent africain, que nous soyons capables de régler les problèmes à notre niveau et surtout d'établir des niveaux de subsidiarité et donc régler les problèmes au niveau auquel on doit les régler. L'un des enjeux les plus cruciaux aujourd'hui du continent, c'est la RDC. On a vu une succession depuis 30 ans d'accords et de protocoles, Sun City, Luanda, etc., tout ça. Il faut vraiment qu'il y ait une solution africaine à un problème comme celui de la RDC. Sur le risque de balkanisation, l'OUA a mis en place, donc l'ancêtre de l'Union africaine, a mis en place le principe de l'intangibilité des frontières. Ce principe, il est problématique parce que ce sont des frontières héritées de la colonisation et ce sont des frontières qui sont parfois des obstacles très clairs à l'intégration africaine. Et donc aujourd'hui, il faut une réflexion sur les frontières, non pas une réflexion qui va stigmatiser, tribaliser, produire des étrangers, mais qui repose sur la nécessité d'une citoyenneté panafricaine, d'une capacité à relier l'Afrique à elle-même, d'où la question des infrastructures de transport, d'où la question de la panafricanisation du ciel du continent africain, d'où la question des passeports et des circulations. Et c'est de cette manière-là, je pense qu'on pourra contourner des processus de balkanisation. Un autre élément, le troisième élément, c'est évidemment le fait qu'il y a sur le continent africain des forces endogènes ou exogènes qui poussent à l'éclatement des territoires et des pays africains pour diverses raisons, et que ces questions-là aussi, il faut les aborder avec la plus grande rigueur et en même temps avec un esprit, je dirais, de prudence pour ne pas stigmatiser des populations. On parlait tout à l'heure de l'AES et de toute l'Afrique de l'Ouest. Voilà, il y a eu des moments où certains discours venus de certaines officines ont commencé à cibler telle ou telle population. Lesquels les discours sur quand des officiels français parlent de la situation des Peuls, par exemple. Lesquels officiels il y a eu des discours qui évoquaient la question d'un génocide des Peuls, comme on a eu dans les années 60 la question du génocide au Biafra. Donc il y a des constructions qui sont faites pour aussi légitimer des interventions, pour stigmatiser des populations, pour instrumentaliser des populations, dans l'idée que si on trouve une population que l'on peut trouver sur un ensemble de pays différents, ça peut permettre en fait de créer des déstabilisations en boucle de plusieurs pays africains et rendre l'Afrique ingouvernable, puisqu'il y a évidemment cette idée que l'Afrique doit être rendue ingouvernable pour être dépendante justement. Est-ce là votre interprétation ? Ce n'est pas mon interprétation, mais ce sont des analyses, ce sont des travaux, ce sont des études qui existent. Il existe des cartes de l'Afrique qui montrent précisément à quoi ressemblerait l'Afrique si tous les processus de sécession, de balkanisation, de séparatisme et de scission arrivaient à leur finalité. Ça veut dire qu'il y a des think tanks dans lesquels des intellectuels de je ne sais où réfléchissent à ce que serait en fait une Afrique totalement balkanisée, avec justement une tribalisation du politique, avec une atomisation de nos identités. Et ça, c'est précisément une menace pour la question du panafricanisme, parce que le panafricanisme est fondé sur l'unité dans la diversité. Sur l'unité dans la diversité, et il est confronté à des États-nations qui, parfois, ont une gestion des identités qui est elle-même chrysogène, qui produit des crises. Et donc là, il faut apporter des réponses à ces enjeux-là. Il faut, je dirais, déconnecter les identités des problématiques qu'on leur impute et en même temps s'interroger sur la nécessité de prendre en compte que tous les peuples du continent africain doivent être traités avec le même respect, la même équité, la même égalité. Et on le voit dans des pays où il y a des injustices économiques sur des questions de redistribution économique, où on a des richesses qui sont dans telle partie du pays, mais dont le peuple qui est sur ces terres-là ne profite pas de ces richesses et se trouve même parfois persécuté. Et ça va être au niveau de la capitale ou au niveau de tel groupe clanique ou ethnique que les richesses en fait sont partagées. Donc il faut cette justice sociale, qu'elle inclut effectivement
je dirais, le déminage des motifs de crise ethnique. Et ça va dans le sens justement d'une démocratie panafricaine. Juste pour revenir un peu sur les organisations, l'Union africaine a un nouveau président, Ali Youssouf, qui a l'air très ambitieux. Ses prédécesseurs aussi étaient très ambitieux. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, c'est le mandat de la dernière chance pour l'Union africaine? L'Union africaine, elle est, comment dire, elle a changé. Je constate avec une relative satisfaction qu'elle communique. Elle ne communique pas suffisamment. Je pense qu'elle gagnerait beaucoup à engager quelques-uns de ses profils, dits influenceurs ou activistes, peut-être pour booster un peu sa communication, parce que je crois que c'est un élément qui lui manque. On est dans un monde où la communication joue beaucoup. On est dans un monde où il faut réagir. Je vois beaucoup de communiqués de l'Union africaine qui passent, mais ils ne sont pas suffisamment relayés. Et il manque en fait à cette organisation un média. Il manque une véritable chaîne, comme au niveau du projet européen, ils avaient mis Euronews ou des trucs comme ça. Il manque vraiment des canaux d'information pour qu'on comprenne davantage qu'est-ce qui se joue autour de cette institution aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier élément. Et d'ailleurs, l'une de mes premières surprises, ça avait été déjà sous le mandat précédent, quand il y avait eu un communiqué pour dénoncer la mort de George Floyd. J'avais été assez surpris de voir l'Union africaine prendre position sur cette actualité, sachant également le silence sur un certain nombre de crises au niveau du continent africain. Donc la communication, il faut qu'il y ait une révolution du point de vue de la communication de cette organisation. Ensuite, il faut sortir d'une forme d'opacité autour de cette organisation et, à mon sens, y introduire davantage de démocratie. C'est vrai qu'il y a eu des campagnes pour élire le nouveau président de la Commission, mais ça reste des lobbies, ça reste des candidats qui voyagent en jet privé, de capitale en capitale pour négocier des soutiens, etc. Alors qu'il faudrait vraiment, je dirais, une dimension populaire, citoyenne et démocratique pour leur donner une quelconque légitimité qu'ils n'ont pas aujourd'hui réellement. Ensuite, il faudrait que cette institution travaille à la clarification des situations politiques à l'intérieur du continent africain. Et donc là aussi, ça passe par des prises de position plus claires. Je crois de mémoire que c'était au niveau de l'AES, il me semble qu'il avait été nommé une sorte d'émissaire au niveau de l'Union africaine, qui à mon avis, alors peut-être que je me trompe de mémoire, qui à mon avis devait peut-être être le président du Burundi, qui aujourd'hui du coup préside l'Union africaine en présidence tournante, et que le président du Faso, il me semble, peut-être que je me trompe, faudra revérifier, disait qu'il attendait toujours d'être contacté par cette autorité pour savoir qu'est-ce qu'il en est. On a des pays qui sont suspendus au niveau de l'Union africaine. Bon, on ne sait pas tellement dans quelle direction aujourd'hui cela évolue. Donc je pense qu'il y a un besoin vraiment de clarification des standards, de ce qu'on appelle le deux poids, deux mesures. Et là, ça touche évidemment les coups d'État constitutionnels. Dans quel pays, par exemple? Il y a eu on a eu le Gabon, on a eu la Côte d'Ivoire d'une certaine manière, avec les troisième, quatrième mandats d'Alassane Ouattara. On a un certain nombre de pays où les jeux sont pipés du point de vue des élections, et tout le monde le sait. On peut penser évidemment au Togo, on peut penser effectivement au Congo-Brazzaville. En tout cas, ce qu'il manque aujourd'hui, ce qu'il faut clairement aujourd'hui, si on doit parler de l'Union africaine, c'est une autorité politique et morale incontestable. Et ça passe par une autonomie financière réelle et une capacité de résolution des conflits et de dissuasion qui soit significative. On a abordé la dimension politique et un peu, entre guillemets, sociologique. En termes
purement économique. Vous êtes un critique du franc CFA. Une réforme a été introduite en 2019. Si ma mémoire est bonne, vous avez qualifié cette réforme qui a été voulue par Emmanuel Macron, président de la France, et Alassane Ouattara, de coup d'État monétaire. Mais concrètement, le franc CFA n'a pas que des désavantages. Que reprochez-vous réellement à cette monnaie? Bon, alors il y a des débats qui datent pas d'aujourd'hui sur le franc CFA. Il y a des économistes bien plus compétents que moi qui ont posé les différents points. Donc, ceux qui ont une lecture aveugle de l'économie disent oui, c'est une monnaie solide qui permet la stabilité, qui remplit les fonctions de ce qu'on attend d'une monnaie. Et ceux qui ont, ouvert les yeux disent très clairement que c'est une monnaie qui permet l'extraversion de nos économies, qui ne permet pas de développement local, qui ne permet pas de crédit, qui ne permet pas de consommer, d'entreprendre, de résorber le chômage, etc. Donc, est-ce qu'on reste avec une monnaie qui, sur le plan économiciste, est une bonne et solide monnaie, mais qui n'a aucun impact transformatif réel dans le vécu des populations? Ou est-ce qu'on sort effectivement de ce carcan-là, qui est quand même en place depuis les indépendances, et qui, du point de vue des indicateurs macroéconomiques des États qui l'utilisent, tous sont dans à peu près les 20 dernières économies du continent africain, à 2-3 exceptions près. Donc là aussi, il faut quand même se poser des questions sur la question de la souveraineté économique et monétaire. Et puis en fait, à l'échelle du monde, la norme, c'est d'avoir sa monnaie nationale. Tous les pays ont leur monnaie nationale. En dehors de la zone franc, tous les pays en Afrique ont leur monnaie nationale et s'en sortent. Et beaucoup ont des résultats plus valorisants, plus conséquents que les pays qui utilisent le franc CFA. Donc ça, c'est déjà des éléments significatifs. Ensuite, on est sur un modèle économique qui est hérité de la colonisation et qui reproduit une économie coloniale du point de vue des échanges, puisque cette monnaie qui est partagée par 15 pays africains, déjà, elle n'est pas interchangeable dans les deux zones. Donc ça, c'est une absurdité. C'est une absurdité économique et politique d'avoir une même monnaie qui a, entre guillemets, la même garantie, qui a le même nom, même si dans les acronymes, il y a des petites nuances, mais qui n'est pas utilisée. Si on prend du franc CFA du Cameroun, qu'on arrive au Bénin, c'est pas accepté. Et si on va au Bénin et c'est pas accepté. Donc ça, c'est totalement ridicule. Surtout si cette monnaie a pour but, justement, de faciliter l'intégration et les échanges intra-africains. Et on constate que si on la calque sur l'euro, permet justement d'avoir 75% des échanges économiques et commerciaux intra-européens, alors que dans le cas du franc CFA, c'est 12%. Donc même le fait d'avoir la même monnaie ne facilite pas les échanges économiques entre les pays qui partagent la même monnaie. Or, le principe d'une même monnaie, c'est de faciliter les échanges entre les pays qui ont cette même monnaie. Donc il y a beaucoup de choses qui sont totalement incohérentes. Il faut changer non pas juste cette monnaie, mais cette politique monétaire. Et sortir du franc CFA fait partie évidemment des urgences, des priorités, des nécessités. Même si on peut dire que, étant dedans depuis les indépendances, c'est plus nécessairement une urgence, mais c'est quelque chose qui est nécessaire si on veut tourner la page et avancer. On va parler culture. La récente actualité a fait état de la restitution par la France à la Côte d'Ivoire des monuments historiques, c'est-à-dire le tambour parleur. Cette restitution s'inscrit dans un mouvement plus général des réclamations des pays africains des symboles qui étaient pillés pendant la colonisation. Est-ce que pour vous aujourd'hui c'est une question qui est fondamentale? Et plus globalement, est-ce que la culture africaine devrait être mise au premier plan pour un essor plus général et surtout, pourquoi pas être les prémices du fédéralisme que vous prenez? Alors la priorité, c'est la condition des artistes, des travailleurs et producteurs culturels africains et de la diaspora africaine pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions sans être obligés de mendier auprès des institutions non africaines, sans être obligés d'être censurés ou de se censurer. Donc pour moi, elle est là la première priorité, faire en sorte que ceux qui produisent aujourd'hui de la culture
puisse le faire dans les meilleures conditions possibles à une échelle panafricaine. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il y a un travail effectivement de reconstitution du tissu mémoriel africain qui passe par cette restitution, en tout cas cette politique de restitution des objets, qui est aussi une politique de restitution des archives et de récupération de notre histoire pour justement se propulser vers des horizons desquels on a toujours pensé être exclus. C'est-à-dire que le retour des centaines de milliers d'objets qui sont dans les musées occidentaux, ça permet de comprendre qu'avant la colonisation, nous avions une métallurgie, nous avions une industrie, nous avons des industries manufacturières. On produisait tout ce dont on a besoin au quotidien, les ustensiles, les fourchettes, les couteaux, etc. Dans une Afrique où certains se moquent de nous en disant qu'on n'est même pas capable de produire une aiguille. Or, pourquoi ne serait-on pas capable de produire une aiguille qu'on a produit autant d'objets en fer, en bois, en d'autres matériaux, en étain, etc., qui sont aujourd'hui dans les musées occidentaux. Ensuite, il y a une souveraineté du point de vue de la beauté. Voilà, nous devons définir ce qu'est pour nous le beau. Le beau est un concept philosophique, un concept esthétique et artistique. Et ça a déjà été posé dans les années 40, 50 par tous les réseaux de présence africaine avec les débats sur l'esthétique africaine, l'art africain, etc. Et donc nous devons produire nous-mêmes nos propres critères pour être en mesure de déterminer qu'est-ce qui pour nous, d'un point de vue esthétique, a de la valeur, qu'est-ce qui pour nous relève du patrimoine et du matrimoine, non pas être dépendant des classifications qui ont été faites par des regards européens qui sont parfois ignorants des significations des objets qui sont volés, pillés, classés, récupérés ou même restitués. Et troisièmement, il faut une éducation à la culture, une éducation à l'art du point de vue des nouvelles générations, qui est d'autant plus importante qu'on entre dans l'ère de l'intelligence artificielle, dans l'ère des avatars, de tous ces trucs-là, où la matérialité de l'objet, donc de ces objets restitués, permet de recréer une proximité avec nos ancêtres, avec notre passé, et de provoquer, je dirais, une forme d'émotion, une forme, je dirais, de réhumanisation qui me semble absolument fondamentale. Voilà, on en a besoin, de retrouver ces ancrages historiques, de nous ressourcer, et des restitutions vont dans ce cadre-là. Maintenant, il y a également une approche offensive qu'il faut avoir, à savoir qu'il y a des diasporas africaines en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, où se trouvent justement les musées dans lesquels sont des objets pillés pendant la colonisation. Et il me semble nécessaire que nous ayons, sur le plan panafricain, si on prend par exemple ici Paris, un véritable institut culturel panafricain, propre à nous, dirigé par nous et pour nous, dans lequel ces débats-là, ces objets-là sont également exposés. Voilà, ce serait quelque chose de différent de l'Institut du monde arabe ou de différent de la Maison de l'Amérique latine, mais quelque chose qui serait vraiment porté par un ensemble de gouvernements ou de privés africains, panafricains, pour permettre, je pense, de réfléchir aussi à cette question depuis ici, parce que les musées qui ont pillé, qui possèdent ce patrimoine pillé en Afrique, ont également une politique ambiguë vis-à-vis des diasporas africaines en tant que public de ces musées-là. Et donc c'est à nous, je dirais, de nous emparer de cette question, qui est une question de souveraineté en termes de diplomatie culturelle. Et ça aussi, c'est un élément, je pense, qui est important, puisque les diasporas ont joué un rôle important dans la mobilisation pour les restitutions qui ont été faites notamment au niveau du Bénin et du Sénégal, en sachant que dans l'agenda français des restitutions, ce sont des restitutions qui sont liées à la signature de contrats militaires avec le Sénégal et à la signature de construction d'infrastructures avec le Bénin. Donc ce ne sont pas des restitutions généreuses et gratuites, ce sont des restitutions qui reproduisent en fait une relation coloniale, une relation asymétrique dont nous devons sortir pour justement être en mesure de parler d'égal à égal
avec ce passé et avec les descendants des anciens colons. Je vais vous lire une citation de Jomo Kenyatta, qui est le premier président du Kenya. Il dit « Lorsque les Blancs sont venus en Afrique, nous avions les terres et ils avaient la Bible. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Lorsque nous les avons ouverts, les Blancs avaient la terre et nous la Bible. » Aujourd'hui, quelle est la place de la religion, surtout du christianisme et de l'islam, qui sont des religions qui ne sont pas originaires du continent, par rapport à nous, les cultures ancestrales et surtout les pratiques des aïeux? Alors, premièrement, l'ancestralité, elle est dans la terre. La terre de nos ancêtres, c'est quelque chose de très important. Et je critique toujours Jomo Kenyatta parce qu'il a eu cette citation, mais quand il est arrivé au pouvoir, il n'a pas fait la redistribution des terres. C'est-à-dire que quand il était au pouvoir politique, il n'a pas réalisé ce que les paysans Mau-Mau avaient fait, c'est-à-dire une insurrection populaire pour reprendre le contrôle de leurs terres et de leurs pratiques ancestrales. Donc c'est quelque chose que je trouve assez souvent contradictoire. On a souvent des dirigeants qui ont des grandes déclarations, mais quand ils sont à l'exercice du pouvoir, et ça vaut aussi pour des dirigeants actuels, ils ont des politiques qui ne sont pas à la hauteur de tout cela. Ensuite, il y a une autre figure, Malcolm X, qui disait que toutes les révolutions sont fondées sur la terre. Donc la question de la terre, elle est essentielle. C'est ce qui nous relie à nos ancêtres, à notre passé, à nos spiritualités. Et c'est quelque chose qui doit vraiment être pris au sérieux. Maintenant, une fois que cela est dit, le continent africain est un continent qui a été traversé par différentes formes de religiosité venues de l'extérieur et parfois aussi endogènes. Il y a des formes de christianisme qui ont des histoires propres aux traditions ou aux histoires africaines même. Vous pensez à l'Éthiopie ? On peut penser à l'Éthiopie ou même au niveau de l'Afrique australe. Il y a des formes de nativisme qui sont différentes. Il y a des récits fondateurs qui, au niveau de certains peuples ou certaines sociétés, ont aussi leur propre logique de création de l'humanité et de l'univers. On a aussi maintenant des approches beaucoup plus géopolitiques de l'islam et du christianisme qui vont être datées de la période des logiques impériales et impérialistes, en lien également avec les traites qui sont donc des opérations économiques, les traites esclavagistes, et qui vont utiliser effectivement la religion comme une variable d'ajustement de la domination, du pouvoir, de la force, de la coercition. Et c'est dans ces dominations que des résistances vont aussi utiliser paradoxalement la religion comme des formes de résistance. Et donc on peut trouver à la fois des approches religieuses qui sont aliénantes et opprimantes, et des approches religieuses, aussi bien chrétiennes que musulmanes, qui vont être dans des approches d'émancipation ou de résistance. Et c'est ça un peu le paradoxe, je dirais, de la lecture des religions sur le continent africain. C'est que leur nature dépend de ce qu'on en fait. On peut les utiliser pour, accélérer l'aliénation, la colonisation et l'ignorance des populations, comme les utiliser en termes, je dirais, de mobilisation, de contestation, de revendication, parce qu'il faut dissocier la religion en tant que foi, croyance ou spiritualité de la religion en tant qu'organisation sociopolitique, économique, sociale ou diplomatique. Quand on parle du christianisme, on peut parler du Vatican. Le Vatican, c'est un État qui a une diplomatie, qui, sous Jean-Paul II, a créé des ambassades dans pas mal de pays africains, qui a fait du continent africain une de ses terres de mission, où des dirigeants africains se sont rendus chez le pape dans des contextes divers et variés. On peut dire la même chose de l'Arabie Saoudite, la Mecque, où on a des dirigeants qui font le pèlerinage et qui sont en même temps pris dans des relations économiques, diplomatiques, géopolitiques avec les pays du monde arabe.
qui est lui-même divisé. Le monde arabe est tout autant divisé que d'autres espaces, comme le monde chrétien a ses propres fractures. C'est-à-dire que le christianisme en Amérique du Sud n'est pas pensé de la même manière qu'en Amérique du Nord, qu'en Afrique, qu'à Rome, etc., ou qu'en Asie. Donc on a, je dirais, une fragmentation de toutes ces identités religieuses, dont le continent africain est peut-être justement un kaléidoscope particulièrement intéressant en termes de diversité, en termes de floraison, en termes de supermarché de la religion, ce qui est problématique parce que on peut faire tout et n'importe quoi de la religion. Et donc la ligne qui était celle de Cheikh Anta Diop, qui expliquait notamment l'importance pour un État fédéral panafricain de donner donc aux religions, aux spiritualités ancestrales et traditionnelles les mêmes moyens que sont ceux des religions dominante me semble nécessaire. Un travail en termes d'éducation à l'histoire de ces religions me semble également nécessaire. Et en même temps, une réflexion sur ce fameux concept très franco-français de laïcité que des pays africains vont utiliser sans en comprendre réellement la dimension historique. Donc pour moi, il y a un enjeu qui est là, qui ne se limite pas à la question du panafricanisme, parce que dans les figures et militants panafricains, on peut trouver un peu tous les courants religieux, parce que c'est pas tant la religion qui fait le panafricanisme que le panafricanisme qui définit quel usage on fait justement de telle ou telle religion. Mais il y a un enjeu à ce que cette question soit traitée avec rigueur, avec intelligence et avec compréhension et empathie de tout ce qu'elle implique en termes, je dirais, de conséquences sociales, économiques, sociétales, organisationnelles et politiques. Donc pour moi, c'est une question qui est vraiment politique, qui ne relève pas juste de la croyance ou de la foi, mais vraiment de l'orientation et de la lecture politique qu'on fait des enjeux au niveau de nos sociétés. Nous sommes pratiquement vers la fin. J'ai une dernière question. Aujourd'hui, sur le continent, il y en a assez d'intellectuels, peut-être pas suffisamment, mais on a des voix qui poussent, qui essayent de changer les choses. Mais la remarque qu'on peut faire, c'est que ces personnes-là n'arrivent pas à mettre en place ce qu'elles veulent vraiment faire pour diverses raisons. L'exemple le plus palpable, c'est la Côte d'Ivoire avec Tidjane Thiam, qui est reconnu dans les institutions internationales, qui s'est vu écarté de la course à la présidence. Il y a divers exemples comme celui-là sur tout le continent. Est-ce qu'aujourd'hui, l'intellectuel africain est entre résignation, espoir ou abandon? Moi, je pense que ce qui manque à l'intellectuel africain, c'est une forme d'humilité. Je pense que c'est pas parce qu'on est brillant à Genève, New York, Londres que il suffit d'arriver en Afrique et tout le monde se couche devant soi. Je pense qu'il faut quand même une certaine humilité. Il faut être capable de revenir à la base, comme on dit, de mouiller la chemise, de se mettre au travail comme tout un chacun. Peut-être aussi de se réinventer. Et surtout d'appliquer une certaine rigueur. Il n'y a pas de passe-droit parce qu'on est un intellectuel. Il faut être rigoureux, il faut être méthodique, il faut se mettre au niveau de monsieur ou de madame tout le monde. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième élément, les intellectuels n'ont de sens que s'ils sont organiques. C'est-à-dire que s'ils sont, je dirais, inscrits dans des écosystèmes, qu'ils arrivent à performer, qu'ils arrivent à transformer et dans lesquels ils font un travail de transmission qui ne soit pas lié uniquement à leur personne. La difficulté qu'on a sur le continent africain, c'est le culte de la personnalité. On le reproche beaucoup aux chefs d'État, et si malheureusement les intellectuels rentrent aussi dans ce culte de la personnalité, en se pensant comme étant l'homme ou la femme providentielle à tout bout de champ, on ne s'en sortira pas. On ne s'en sortira pas. Donc il faut vraiment, une certaine humilité
Alors il y a des conditions qui parfois mènent à l'humilité, mais dans le sens inverse, ça va être effectivement l'exil. Et beaucoup d'intellectuels se retrouvent parfois exilés parce que nos pays ne sont pas toujours ouverts au débat critique. On ne peut pas développer nos pays sans une liberté académique qui nécessite la capacité et l'autorisation des intellectuels et de tout le monde finalement à critiquer le pouvoir. Or, dans beaucoup de pays, dès que vous critiquez le pouvoir, même quand vous le critiquez de manière constructive, vous êtes la cible du pouvoir ou vous êtes accusé d'être antipatriote, apatride, etc. Donc ces questions sont plus générales. Et pour moi, l'un des enjeux des intellectuels africains, c'est d'être capable de se diluer dans l'écosystème, d'améliorer l'écosystème de manière positive, et non pas de vouloir profiter de leur statut d'intellectuel pour prendre le pouvoir ou le contrôle de cet écosystème-là. Maintenant, il relève aussi à nos sociétés de produire ce qu'on appelle une masse critique, qui est, je pense, la véritable solution à tout ce dont on a parlé aujourd'hui, une masse critique, qui permette de faire basculer, comme disait Cheikh Anta Diop, l'Afrique sur la pente de son destin fédéral. Et quand on parle d'une masse critique, on parle tout simplement d'une majorité de personnes, et non pas une totalité de personnes, qui soient suffisamment formées, qui soient suffisamment apprêtées, qui soient suffisamment intègres pour porter un projet de société, pour porter une révolution, pour porter des organisations politiques dans une direction dont on sait qu'elle ne va pas s'arrêter au bout d'une seule génération. Donc cette question de la masse critique, elle est dans la perspective du panafricanisme du XXIe siècle, puisqu'il y a un boom démographique que connaît le continent africain, mais il faut prendre les choses vraiment à la racine. Vous avez au niveau de l'Union africaine ce qu'on appelle l'agenda 2063, qui renvoie en fait au centenaire de l'OUA qui est de 1963. Dans cet agenda-là, il y a des choses très intéressantes qui sont écrites et produites. Mais si on veut que ça prenne sens, il faut les appliquer du point de vue des politiques publiques. Et quand on parle de l'agenda 2063, nous sommes aujourd'hui en 2026. Ça veut dire que les enfants qui naissent aujourd'hui, en 2063, auront 37 ans. C'est-à-dire qu'ils feront partie de la nouvelle génération de dirigeants de l'Afrique en 2063. Donc, qu'est-ce qui est prévu au niveau de leur éducation pour ce que cet agenda 2063 soit traduit dans les curriculums, dans l'éducation qu'on va donner à cette jeunesse-là, qui doit être au pouvoir en 2063. Donc, c'est ce travail-là, je pense, qu'il y a à faire. Et la difficulté, malheureusement, c'est que nous avons des intellectuels qui, enfin, pas tous, hein, mais certains intellectuels ou certains idéologues ou certaines personnes au pouvoir n'ont pas l'anticipation, n'ont pas la vision. Ils pensent effectivement que tout s'arrête à leur vie, qu'après eux c'est le déluge, et ils ne préparent pas la suite. Vous êtes dur. Non, je prends le dernier exemple du dernier président à la date d'aujourd'hui, dont l'élection présidentielle vient d'être validée, Denis Sassou Nguesso, 82 ans, qui dit oui, tout ce qu'on fait c'est pour préparer la jeunesse à prendre le pouvoir. Mais il a plus de 40 ans cumulés au pouvoir, donc à quel moment cette jeunesse a été préparée? Vous regardez les chiffres de l'UNESCO, le nombre de jeunes Congolais et Congolaises qui ont terminé le cycle scolaire secondaire, c'est moins de 25%. Donc, il faut préparer cette jeunesse-là. On ne peut pas juste la maintenir dans le jeu, dans les réseaux sociaux, dans le broutage ou le scam, etc. Donc, il faut la préparer du point de vue éducatif. Et cette dureté, elle doit être celle aussi de personnes comme moi. On doit dire les choses telles quelles, on doit se dire qu'on peut se le permettre. D'autres figures intellectuelles, politiques, militantes ont, je pense, beaucoup plus d'impact que moi. Donc elles doivent aussi, je dirais, prendre position sur ces questions-là. Mais dans le cas qui est le mien, par rapport à mon parcours, à ma trajectoire et à la manière dont je vois les choses, la question de l'anticipation me semble essentielle. Parce que nous faisons face à des défis, nous faisons face à des adversités, à des adversaires qui, eux, anticipent ce que l'Afrique sera en 2060, ce que l'Afrique sera en 2100.
Ils savent précisément les proportions des jeunes, vieux, etc. Tout ça. Nous sommes étudiés, mais nous-mêmes ne nous étudions pas. Et ça renvoie au fait que l'endroit, c'est à l'extérieur du continent africain qu'il y a le plus grand nombre de centres d'études africaines. Nous-mêmes en Afrique, nous ne nous étudions pas suffisamment parce que nous n'avons pas développé un sens de l'autocritique suffisamment, fort pour débattre de nous-mêmes sans en venir à des conflits, des invectives, des crises personnelles, des ruptures, etc. Et donc c'est dans ça qu'il faut un débat démocratique qui ne peut être garanti que par une seule idée, qui est celle du panafricanisme. Alors quand je dis une seule idée, c'est pas dans le sens entre guillemets dictatorial ou autoritaire, mais historiquement parlant, le cadre qui permet à des Congolais, à des Guinéens, à des Ivoiriens, à des Camerounais, à des Tunisiens, à des Martiniquais, à des Malgaches, etc., de discuter, c'est le panafricanisme. Et c'est à cette échelle-là qu'on doit régler les problèmes parce que les problèmes qui se posent aux Camerounais se posent aussi aux Malgaches, se posent aussi aux Congolais, et ainsi de suite. Donc si on veut avancer, il faut établir ce cadre-là et il faut qu'il soit présent à tous les niveaux de la société. Il ne faut pas juste que ce soit quelques individus, quelques structures, quelques institutions, il faut le penser à tous les niveaux, y compris au niveau des médias. Nous sommes malheureusement à la fin. Est-ce que vous avez 3 livres à conseiller à la jeunesse africaine? Alors, je conseillerais à la jeunesse africaine le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire. C'est un livre écrit dans les années 50 qui est très puissant, très évocateur. Voilà, Aimé Césaire, le discours sur le colonialisme. Alors, je conseille également régulièrement les entretiens de Joseph Kizerbo à Quand l'Afrique avec René Olenstein. Et en 3e ouvrage, je pense qu'il est quand même important de lire L'Afrique doit s'unir de Kwame Nkrumah. On peut lire mes ouvrages qui font une synthèse des thèses d'Amilcar Cabral, de Walter Rodney et de beaucoup d'autres personnes. Effectivement, mes ouvrages aussi font partie du travail de vulgarisation. C'est-à-dire que si on n'a pas le temps effectivement de lire Césaire, Nkrumah, Fanon, Kizerbo, etc., on peut lire effectivement Africa Unite, une histoire du panafricanisme qui donne un aperçu général de cette histoire qui reste encore à écrire aujourd'hui.